À l'aube, en une même semaine, plus de 12 convois lourds traversent un Burkina Faso privé de courant depuis des années. Dans le même plan, un réseau qui s'effondre cohabite avec des remorques gardées, des conteneurs sans marque, des itinéraires nocturnes et des zones restreintes apparues là où il n'y en avait pas, sans conférence ni communiqué. Que signifie ce mouvement discret, sous l'ombre d'Ibrahim Traoré, pour les hôpitaux aux générateurs fragiles, les ateliers interrompus et les villages qui s'éteignent tôt? Si ces machines relèvent d'accords récents, le basculement dépasserait les frontières. Ce récit propose une chose précise, relier des signes dispersés pour comprendre ce qui est réellement en train de se jouer. Le bénéfice est clair, lire le présent pour anticiper les choix énergétiques à venir. Il ne s'agit pas d'annoncer une certitude, mais d'examiner une trajectoire à partir de faits observables, de témoignages concordants et d'un contexte énergétique connu pour sa fragilité. Dans un pays où les coupures structurent le quartier sur le quotidien, chaque mouvement inhabituel prend une valeur particulière. L'enjeu dépasse la technique. Il concerne la capacité d'un État à sortir d'un cycle d'urgence permanente, la possibilité pour les services essentiels de fonctionner sans rupture et la manière dont une ambition stratégique peut se déployer sans discours public. Si ces convois annoncent une transformation plus profonde, alors les implications touchent l'économie, la société et l'équilibre régional. La question n'est donc pas seulement ce qui arrive, mais pourquoi cela arrive maintenant et comment ce silence organisé redéfinit les attentes collectives. En l'espace d'une seule semaine, plusieurs habitants ont identifié plus de 12 convois de machines lourdes, filmés à l'aube et au crépuscule, se dirigeant vers des zones désormais restreintes. Cette répétition, inhabituelle par son rythme et son encadrement sécurisé, ne correspond à aucun projet énergétique public annoncé, ce qui constitue le premier indice mesurable d'un changement en cours. Pour saisir la portée de ces images, il faut revenir au point de départ, la crise électrique structurelle du Burkina Faso. Moins d'un quart de la population dispose d'un accès stable à l'électricité, laissant la majorité dépendre de générateurs improvisés, de coupures prolongées et d'horaires réduits. Les entreprises adaptent leur production aux courants disponibles, les hôpitaux jonglent avec des systèmes de secours fragiles, et les écoles rurales renoncent souvent à l'étude après la tombée du jour. Cette fragilité constante explique pourquoi chaque mouvement logistique inhabituel attire immédiatement l'attention collective. Ce qui distingue ces convois n'est pas seulement leur volume, mais leur mode d'apparition. Aucune conférence de presse, aucun communiqué ministériel, aucune annonce progressive, comme c'est habituellement le cas pour les projets solaires ou thermiques. Les remorques arrivent escortées, disparaissent derrière des portails scellés, puis le silence reprend. Cette absence de narration officielle crée un vide interprétatif où spéculation et attente se superposent. À mesure que les vidéos circulent, un lien s'impose progressivement avec les accords énergétiques conclus avec Rosatom en 2023, puis consolidés en 2025. Sans confirmation ni démenti, cette coïncidence temporelle devient un cadre de lecture partagé. Dans ce contexte, la posture de souveraineté technologique défendue par Ibrahim Traoré est intégrée par les observateurs comme un élément explicatif plutôt qu'une déclaration isolée. Autrement dit, ce qui compte ici n'est pas une annonce, mais un motif répétitif. Lorsqu'un pays énergétiquement fragile voit apparaître des infrastructures lourdes sans discours public, le changement pressenti cesse d'être abstrait. Pour comprendre comment ces mouvements sont perçus sur le terrain, il faut quitter l'analyse globale et suivre les regards de ceux qui vivent quotidiennement les limites du réseau. À Ouagadougou, un technicien de quartier raconte avoir vu passer un convoi à l'aube, escorté avec une précision inhabituelle. La route avait été brièvement fermée, les agents positionnés à l'avance, et le passage s'est déroulé sans ralentissement, comme une opération parfaitement chorégraphiée. Pour lui, ce détail marque une rupture nette avec les interventions techniques ordinaires qu'il observe depuis des années. Dans une zone périphérique, une commerçante évoque un autre épisode, survenu au crépuscule. Une file de conteneurs scellés avançait lentement, sans logo visible, accompagnée de véhicules aux vitres opaques. Habituée aux coupures imprévisibles qui interrompent sa journée de travail, elle n'y a pas vu une promesse certaine, mais une possibilité nouvelle.
Ce simple passage a suffi à modifier sa perception de l'avenir immédiat, comme si l'immobilité énergétique n'était plus totalement acquise. Ces récits ne constituent pas des preuves techniques, mais ils révèlent un effet précoce mesurable. L'atmosphère change avant même toute annonce. Les habitants commencent à interpréter leur quotidien à la lumière d'un mouvement plus large. Dans ce climat, les prises de position générales d'Ibrahim Traoré sur la souveraineté et l'indépendance stratégique servent de toile de fond implicite, renforçant l'idée que ces convois s'inscrivent dans une logique dépassant la simple maintenance. Ainsi, bien avant toute confirmation officielle, un déplacement s'opère déjà. La patience contrainte se transforme en attente active. Tout commence par une rupture discrète dans la routine. Pendant des années, les coupures ont suivi un schéma prévisible. Pannes annoncées tardivement, réparations limitées, solutions temporaires recyclées. Puis, sans signal préalable, les premiers convois apparaissent. Ils circulent à l'aube, parfois au crépuscule, empruntant des itinéraires inhabituels. Les remorques sont lourdes, l'escorte visible, le tempo maîtrisé. Rien n'indique une simple opération de maintenance. Rien n'est déclaré. Tout se remarque dans ce qui se voit. À mesure que les jours passent, le mouvement s'intensifie légèrement. Les passages se répètent sur une même semaine. Les horaires varient, mais la logique demeure. Des zones jusque-là ouvertes deviennent restreintes. Des portails sont scellés. Des périmètres se dessinent. Les machines entrent, disparaissent, puis le silence reprend. Cette phase de montée se distingue par sa constance plutôt que par sa vitesse. Elle suggère une planification par séquence, où chaque arrivée prépare la suivante, sans jamais attirer officiellement l'attention. Dans ce processus, l'absence de communication joue un rôle central. Habituellement, chaque progrès énergétique, même modeste, fait l'objet d'une annonce publique. Ici, le mutisme est total. Aucun ministère ne commente, aucun calendrier n'est évoqué. Ce contraste transforme le silence en signal. Les citoyens comblent le vide par l'observation, la comparaison, la mémoire collective des promesses passées. Les vidéos partagées ne sont pas spectaculaires, mais leur accumulation crée un récit parallèle fondé sur la répétition. Le moment le plus marquant n'est pas un événement unique, mais la reconnaissance d'un motif. Lorsque plusieurs convois sont repérés vers des sites différents, sur des créneaux rapprochés, l'idée d'une coïncidence s'effrite. Les hypothèses évoluent, d'abord logistiques, puis énergétiques. Elles finissent par intégrer les accords conclus avec Rosatom en 2023 et consolidés en 2025. Cette référence ne provient pas d'une déclaration officielle, mais d'un rapprochement temporel. Le passé récent devient une clé de lecture du présent. À ce stade, la figure d'Ibrahim Traoré entre plus clairement dans la séquence. Ces positions répétées sur la souveraineté technologique et la nécessité d'avancer sans validation extérieure sont relues à la lumière des convois. Ce ne sont pas ces mots qui déclenchent le mouvement, mais ils offrent un cadre interprétatif. Le choix du silence apparaît alors comme une méthode plutôt qu'une omission. Et sans attendre la fin du processus, les effets commencent déjà à se faire sentir. Les discussions changent de ton. Les habitants parlent moins de réparation et davantage de transformation. Les acteurs économiques, prudents, réévaluent leurs hypothèses à moyen terme. Les observateurs régionaux notent une cohérence nouvelle entre discours stratégiques et actions matérielles. Rien n'est encore stabilisé, mais cet enchaînement, du premier mouvement aux effets qui commencent, modifie déjà l'équilibre psychologique collectif. En somme, la séquence ne s'impose pas par un choc, mais par une progression maîtrisée. Elle avance sans annoncer son objectif final, laissant les faits en tracer eux-mêmes la trajectoire. Au point de départ, le Burkina Faso repose sur un socle énergétique extrêmement fragile. Aujourd'hui, des indicateurs concrets suggèrent un déplacement progressif de cette base. D'abord, sur le plan structurel, moins d'un quart de la population dispose d'une alimentation électrique stable, ce qui définit le niveau de référence à partir duquel tout changement devient perceptible. Cette proportion signifie que la majorité du pays vit sous contrainte permanente, avec des activités économiques, sanitaires et éducatives continuellement interrompues. Le baseline n'est donc pas une insuffisance marginale, mais une condition dominante. Ensuite, sur le plan social, 3 citoyens sur 4 dépendent encore de solutions temporaires, souvent coûteuses et peu fiables. Ce chiffre décrit une dépendance massive aux générateurs improvisés et aux ajustements quotidiens.
Il explique pourquoi la moindre amélioration, même localisée, produit des effets immédiats dans la vie réelle. À partir de ce niveau de dépendance, toute infrastructure lourde introduite sans annonce officielle devient un signal fort, car elle contraste avec des décennies de réponses partielles. Enfin, un troisième repère ne porte pas sur un taux national, mais sur un rythme observable. Plus de 12 convois identifiés sur une même semaine par des habitants, filmés à des horaires contraints et dirigés vers des zones restreintes. Pris isolément, un passage logistique pourrait être anodin. Agrégé sur plusieurs jours, avec escorte et répétition, il constitue une variation mesurable par rapport aux pratiques habituelles. Le delta n'est pas ici une production accrue, mais une intensité logistique nouvelle, étalée dans le temps, cohérente et non déclarée. Ces trois repères dessinent une trajectoire. Le baseline décrit un pays enfermé dans l'urgence énergétique. Le delta révèle une organisation matérielle qui dépasse la gestion des pannes. Rien n'indique encore la nature exacte des installations en préparation, mais la combinaison de ces données transforme la lecture du présent. Lorsqu'un État part d'un accès stable inférieur à un quart de sa population et qu'il introduit simultanément des équipements lourds de manière répétée, l'écart entre l'état initial et les actions observées devient analytique. C'est dans cet écart que les accords énergétiques conclus avec Rosatom en 2023, puis consolidés en 2025, prennent sens. Ils fournissent un cadre temporel compatible avec une préparation progressive, souvent invisible dans ses premières phases. Le delta observé n'est pas une amélioration immédiate du courant, mais une montée en capacité logistique qui précède toute mise en service. Cette logique est connue dans les grands projets énergétiques, où les fondations, les périmètres et les flux matériels précèdent de loin les bénéfices visibles. Dans cette lecture, la posture d'Ibrahim Traoré s'insère comme un facteur de cohérence plutôt que comme une cause isolée. Ses positions publiques sur la souveraineté technologique et la réduction de la dépendance extérieure s'alignent avec une stratégie où l'action précède le discours. Le silence officiel, loin d'annuler les données, renforce leur interprétation en tant que choix méthodique. Ainsi, les chiffres ne prouvent pas une conclusion définitive, mais ils ferment une boucle ouverte plus tôt. Ce qui était perçu comme une série d'anecdotes devient une variation mesurable. Le passage du baseline au delta n'annonce pas encore un résultat, mais il confirme que le pays n'avance plus par ajustement dispersé. Il progresse par séquences coordonnées, dont les effets visibles restent à venir. Les partisans de l'hypothèse d'une transformation énergétique structurée avancent d'abord un argument logistique. La répétition des convois lourds, leur escorte systématique et leur orientation vers des zones restreintes ne correspondent pas aux pratiques observées lors des réparations ordinaires du réseau. Dans un pays où les interventions techniques sont généralement visibles, annoncées et limitées dans le temps, cette cadence prolongée suggère, selon eux, une préparation de long terme. Ils soulignent également l'alignement temporel avec les accords énergétiques signés en 2023 puis renforcés en 2025, accords qui prévoient précisément des phases initiales peu spectaculaires mais matériellement lourdes. Leur second argument repose sur la cohérence des signaux. Les périmètres sécurisés, l'absence de communication publique et la discipline apparente des opérations sont interprétés comme les marqueurs d'un projet sensible, volontairement protégé des pressions extérieures. Dans cette lecture, le silence n'est pas un vide, mais un outil. Il permettrait d'avancer sans cristalliser prématurément les débats internes ou internationaux, tout en maintenant une continuité opérationnelle. Face à cette lecture optimiste, les sceptiques formulent deux objections centrales. La première concerne précisément ce silence. Ils rappellent que dans un contexte de fragilité institutionnelle, l'absence totale d'informations officielles peut aussi masquer des improvisations, des retards ou des choix contestables. Sans communication, il devient difficile de distinguer une stratégie maîtrisée d'une accumulation d'initiatives mal coordonnées. Les vidéos d'habitants, aussi nombreuses soient-elles, restent fragmentaires et ne fournissent pas de vision d'ensemble vérifiable. La seconde objection touche à l'ambiguïté géopolitique. Certains observateurs craignent que l'interprétation énergétique occulte d'autres usages possibles des infrastructures observées. Ils évoquent des matériaux arrivant par des routes indirectes, des ingénieurs étrangers, aperçus près de sites scellés, et un intérêt croissant des chancelleries occidentales pour ces mouvements.
Dans cette perspective, les convois soulèvent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Et l'enthousiasme pourrait précéder les preuves. Pour répondre à ces réserves, il faut se limiter strictement aux éléments observables. Le silence officiel, s'il nourrit l'incertitude, n'invalide pas la réalité matérielle des convois répétés et des périmètres modifiés. De même, les spéculations géopolitiques ne constituent pas des faits établis tant qu'elles ne s'appuient pas sur des indices confirmés. Ce qui demeure vérifiable, en revanche, est la constance du rythme, la nature lourde des équipements et leur inscription dans une temporalité compatible avec des accords existants. Ainsi, aucune des deux lectures ne s'impose seule, mais les données disponibles tracent une trajectoire plus cohérente qu'aléatoire. À ce stade, les indices cessent d'être des fragments isolés pour former un schéma lisible. Les évocations d'images satellites dans des cercles restreints, les fondations nouvelles repérées et les périmètres renforcés ne correspondent à aucun projet solaire, thermique ou hydraulique annoncé. Ce décalage marque un tournant analytique. La lecture par défaut ne tient plus. Ce qui se déroule n'est ni improvisé ni accidentel. La perception internationale évolue en parallèle. Des observateurs régionaux emploient désormais un vocabulaire plus précis, parlant de travaux préparatoires et de mise en place séquencée. Le langage change parce que les faits s'accumulent. Les convois répétés, la discipline opérationnelle et l'absence de communication publique convergent vers une hypothèse plus structurée que les précédentes. Dans ce moment charnière, la figure d'Ibrahim Traoré agit comme un point d'alignement. Sans confirmer ni infirmer les interprétations, ses positions sur la souveraineté technologique donnent une cohérence au choix du silence. Le mutisme cesse d'être perçu comme une lacune, il devient une méthode. L'attention se déplace alors d'une question binaire. Que se passe-t-il vers une autre, plus décisive? À quel rythme et avec quelles conséquences ce processus avance-t-il? Ce basculement ne conclut rien. Il requalifie le débat. Désormais, l'enjeu n'est plus la crédibilité des indices, mais leur trajectoire. Les effets pressentis de cette dynamique ne se répartissent pas uniformément. Ils se déclinent selon les acteurs et les échelles, chacun lisant les mêmes signaux à travers ses contraintes propres. Pour l'État d'abord, les convois et les périmètres renforcés suggèrent une tentative de reprise de contrôle sur un secteur longtemps géré dans l'urgence. Une infrastructure énergétique plus stable offrirait aux administrations la possibilité de planifier au-delà du court terme, de sécuriser les services essentiels et de réduire la dépendance chronique aux solutions de secours. Dans cette perspective, les choix observés s'alignent avec la volonté affichée de souveraineté défendue par Ibrahim Traoré, non comme un slogan, mais comme une orientation opérationnelle. Pour les entreprises, l'impact potentiel est immédiat et très concret. Les ateliers, les boulangeries, les petites manufactures et les commerces urbains vivent au rythme des coupures qui imposent des arrêts coûteux et imprévisibles. La simple perspective d'une alimentation plus régulière modifie déjà les calculs. Certains acteurs économiques réévaluent leurs investissements, non parce que le courant est revenu, mais parce que les signaux matériels suggèrent une évolution possible. Une énergie plus fiable signifierait des horaires étendus, une réduction des pertes et une capacité accrue à répondre à la demande locale. Même sans amélioration visible, l'anticipation d'un changement redéfinit les stratégies. Pour les citoyens, l'enjeu se joue à un autre niveau, plus quotidien. Dans les quartiers et les villages, l'électricité conditionne l'accès aux soins, à l'éducation et à l'information. Les hôpitaux, dépendance de générateurs fragiles, les écoles rurales renoncent souvent à l'étude après la tombée du jour, et les ménages organisent leur vie autour de l'incertitude. Les convois aperçus, les sites scellés et les rumeurs persistantes n'apportent pas de solution immédiate, mais ils transforment la perception du possible. Beaucoup n'y voient pas une promesse, mais une ouverture, l'idée que la stagnation énergétique pourrait ne plus être irréversible. Cette attente, même prudente, change déjà le rapport au présent. À l'échelle régionale, enfin, les conséquences dépassent le cadre national. Les voisins sahéliens observent attentivement l'évolution burkinabé. Le Mali et le Niger, engagés dans des trajectoires politiques proches, perçoivent dans ces signaux la possibilité d'un pôle énergétique plus autonome au cœur du Sahel. Une stabilisation du réseau burkinabé pourrait avoir des effets d'entraînement économique et stratégique.
A l'inverse, des pays comme le Ghana ou la Côte d'Ivoire, plus intégrés aux réseaux régionaux existants, s'interrogent sur les déséquilibres potentiels qu'un tel changement pourrait créer. Les discussions diplomatiques reflètent cette divergence de lecture. Dans ces 4 dimensions, une constante apparaît. Les conséquences ne découlent pas encore d'un résultat, mais d'une trajectoire. Les actions observées, interprétées à travers les priorités d'Ibrahim Traoré, reconfigurent déjà les attentes. Le présent reste incertain, mais il n'est plus immobile. Les effets les plus tangibles, pour l'instant, se situent moins dans le courant qui arrive que dans les comportements qui évoluent en anticipation. On peut d'abord envisager une trajectoire prudente, prolonge la logique actuelle, sans rupture visible. Si le rythme des convois se maintient sans accélération ni annonce officielle, alors le pays entrerait dans une phase de consolidation silencieuse. Les périmètres resteraient contrôlés, les fondations s'étendraient par étapes et le gouvernement poursuivrait une stratégie de discrétion. Dans ce cadre, les partenaires étrangers observeraient avec prudence, limitant leur réaction à des analyses internes, tandis que les citoyens continueraient d'interpréter chaque mouvement comme une confirmation implicite. Le changement serait réel, mais progressif, plus perceptible dans la préparation que dans les effets immédiats. On peut aussi envisager une trajectoire plus favorable, repose sur une stabilisation accélérée. Si les travaux observés s'accompagnent d'un renforcement coordonné du réseau existant, certaines zones pourraient connaître une amélioration tangible de la continuité électrique. Les hôpitaux réduiraient leur dépendance aux générateurs, les entreprises prolongeraient leurs horaires et les services publics gagneraient en prévisibilité. À l'échelle régionale, les voisins sahéliens les plus proches politiquement soutiendraient ouvertement cette trajectoire, y voyant la première étape vers une autonomie énergétique partagée. Dans ce scénario, la confiance intérieure augmenterait, portée par des effets concrets, même limités. Enfin, on peut envisager une trajectoire plus tendue, envisage une montée des tensions. Si le silence gouvernemental persiste alors que la cadence des convois augmente et que les interprétations internationales se durcissent, la pression diplomatique pourrait s'intensifier. Les craintes de rééquilibrage stratégique domineraient les échanges extérieurs, tandis qu'à l'intérieur du pays, l'absence d'information nourrirait la spéculation. L'espoir et l'inquiétude progresseraient ensemble, rendant le débat public plus polarisé. L'incertitude deviendrait alors le principal moteur des perceptions, indépendamment des avancées matérielles réelles. Ces trois trajectoires partagent un point commun. Aucune ne dépend uniquement des machines ou des sites observés. Elles reposent sur la gestion de la tension entre ambition énergétique, perception internationale et attente citoyenne. Si une leçon se dégage, elle tient dans un principe simple. Lorsque les faits avancent plus vite que le récit officiel, ce sont les interprétations qui façonnent d'abord les conséquences. Pour les jeunes, les signaux observés touchent d'abord la projection personnelle. Beaucoup ont grandi avec une électricité intermittente, des soirées d'études écourtées et des projets numériques limités par l'instabilité du courant. L'idée qu'une transformation énergétique puisse s'amorcer, même lentement, modifie l'horizon. Elle ne garantit rien, mais elle réintroduit la continuité comme possibilité. Apprendre après la tombée du jour, entreprendre sans redouter l'arrêt brutal, envisager des formations techniques auparavant impraticables. Cette simple perspective réorganise les choix, parfois avant toute amélioration mesurable. Pour les petites et moyennes entreprises, l'impact potentiel est immédiat dans les calculs. Chaque coupure représente une perte directe, un temps mort imposé, une relation client fragilisée. Les convois aperçus et les sites sécurisés ne changent pas encore la production, mais ils influencent l'anticipation. Certains acteurs repoussent moins leurs investissements, d'autres réévaluent leurs stocks et leurs horaires. Une énergie plus stable signifierait des coûts réduits, une meilleure planification et une capacité accrue à répondre à la demande locale. Ici, l'effet principal n'est pas technique, il est psychologique et stratégique. Pour les services publics, enfin, la projection concerne la mission elle-même. Les hôpitaux, écoles et administrations locales fonctionnent souvent à la limite, dépendant de solutions de secours fragiles. La possibilité d'un réseau plus fiable ouvre la voie à une organisation différente.
planifier des soins sans interruption, maintenir des activités éducatives régulières, stabiliser les services administratifs. Même sans annonce officielle, les indices accumulés incitent ces professionnels à envisager une marge de manœuvre plus large, où l'urgence permanente cède une place relative à la prévision. Dans ces trois regards, un point commun se dégage. Le changement, pour l'instant, n'est pas dans le courant qui arrive, mais dans la manière dont chacun réévalue ses décisions quotidiennes. Lorsque des signaux matériels suggèrent une évolution possible, ils réorientent les comportements avant même d'en produire les bénéfices. C'est à ce niveau intime et pratique que la trajectoire en cours commence déjà à compter. Pour qu'une transformation énergétique prenne forme durablement, plusieurs étapes doivent s'articuler avec précision dans un ordre qui privilégie la stabilité avant la visibilité. La première consiste à sécuriser le socle existant. Les équipes nationales de l'énergie renforcent les lignes vulnérables et stabilisent les sous-stations les plus exposées. Cette phase se mène en continu dès les prochains mois et se mesure par une réduction graduelle des coupures dans des zones test sans annonce spectaculaire. La deuxième étape porte sur la structuration des périmètres sensibles. Les autorités techniques, appuyées par des unités de sécurité, consolident les sites où les convois ont été observés. L'accès est organisé, les flux maîtrisés et la continuité opérationnelle devient l'indicateur principal. Cette phase protège le travail en cours et limite les interruptions, condition préalable à toute infrastructure lourde. Vient ensuite la coordination bilatérale encadrée. Les représentants burkinabés et les partenaires techniques mentionnés dans les accords harmonisent le calendrier matériel avec les capacités locales. Les jalons se définissent à mesure que les fondations progressent et l'alignement se vérifie par la cohérence entre arrivée d'équipements et préparation du réseau. Cette étape réduit les décalages et préserve le rythme observé. Enfin, la préparation sociale et institutionnelle anticipe l'usage d'une énergie plus stable. Les ministères, collectivités et services publics planifient l'intégration progressive dans les hôpitaux, écoles et ateliers. Ici, la mesure n'est pas un chiffre, mais la capacité à planifier sans dépendre exclusivement des générateurs. Dans cette séquence, la posture d'Ibrahim Traoré agit comme un fil conducteur. L'action précède le discours et la cohérence des gestes remplace l'annonce. La trajectoire ne promet pas un résultat immédiat, elle organise les conditions de sa possibilité. Le récit revient alors au visage croisé plus tôt, ceux qui ont vu passer les convois sans en connaître la destination. Le technicien d'Ouagadougou repense à cette route brièvement fermée à l'aube, à la précision du dispositif, à l'impression que quelque chose d'inhabituel se jouait sous ses yeux. La commerçante de la périphérie se souvient du silence des conteneurs au crépuscule, de cette sensation mêlée d'espoir et de retenue qui a accompagné leur passage. Aucun d'eux n'a reçu d'explication officielle, mais tous deux ont perçu une inflexion. Ces micro-expériences donnent une texture humaine à une dynamique souvent décrite en termes abstraits. Elles rappellent que les grandes transformations commencent rarement par des annonces, mais par des signaux faibles intégrés au quotidien. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un narrateur, mais comme un point de cohérence. Ses orientations sur la souveraineté et l'action discrète résonnent avec ces scènes ordinaires où le changement se devine avant de se dire. Le motif est le même à chaque échelle. Voir, attendre, réinterpréter. Ce n'est pas encore la lumière retrouvée, mais la certitude que l'obscurité n'est plus immuable. Les convois ne livrent pas une promesse. Ils installent une tension nouvelle entre ce qui était accepté et ce qui devient imaginable. Une idée simple résume cela. L'espoir naît avant la certitude. À ce stade, le mouvement observé ne demande ni adhésion aveugle, ni rejet réflexe. Il invite à une lecture collective plus attentive, où chaque signal est replacé dans son contexte et confronté à l'expérience vécue. Une transition énergétique, surtout lorsqu'elle s'amorce dans le silence, ne se réduit jamais à des machines ou à des accords. Elle devient un espace de discussion, parfois inconfortable, entre attentes sociales, choix politiques et contraintes géopolitiques. Dans un pays marqué par des années d'incertitude électrique, suivre ces évolutions avec lucidité constitue déjà une forme de participation. Observer sans amplifier la rumeur
questionner sans figer les interprétations, partager les perceptions locales sans les transformer en certitudes. Ces gestes simples nourrissent un débat plus solide.